distributeur. Mhm. Je devais recevoir un colis de 10 exemplaires et j'ai découvert un immense hangar à Louvain-la-Neuve. Ça relativise tout ton rapport au livre. Quand tu vois cette quantité de bouquins, tu te dis, le livre que tu as écrit, c'est vraiment une partie infime de tout ce qui sort, et ce que tu as lu est aussi une partie infime de tout ce que tu pourrais lire. Oui. Non, enfin, bon, moi j'ai encore des livres de mon père, ils sont là, j'ai encore tous des vieux livres. Mes tout premiers livres, ils sont encore quelque part. Bon, ça, on a gardé l'un et l'autre beaucoup de choses, quoi. Ça, oui. Il y a longtemps que tu lis? Il y a très longtemps que je lis, mais je n'ai pas lu très jeune. J'ai commencé au milieu des secondaires vraiment à lire, avec le souvenir que j'en ai, c'est Guerre et paix de Tolstoï, mais dans une version raccourcie de la bibliothèque verte, Oui. et je me souviens l'avoir abandonné. Ah, oui, oui. Que c'était trop compliqué pour moi d'entrer dedans, et comme quoi il ne faut jamais se décourager. Au bout du compte, j'ai écrit mon mémoire de romane sur Guerre et paix de Tolstoï. D'accord. Tu vois, C'était sous l'incitation d'un professeur? même pas, je ne sais pas comment j'en étais arrivé à lire Tolstoï. Non, sous l'incitation des profs, c'était des ouvrages surtout français, plus classiques. C'est un manque d'intérêt de la part de ne pas être plongé dans la littérature, mais plutôt un manque de curiosité à une certaine... Non, je pense que j'étais plus dans mon enfance et donc dans la nature, je préférais le monde animal. Moi, au départ, j'ai hésité entre les romanes et la biologie. Et je pense que je serais bien allé vers la biologie. Je reviens d'ailleurs à ce monde-là à travers l'ornithologie. Et beaucoup de livres que je lis sont quand même assez proches de la nature. Un auteur que j'ai beaucoup aimé, c'est Jean Giono. Entre autres dans sa manière de décrire les éléments naturels. Oui, tout à fait. Oui. Et en livre d'enfance, donc, tu as, à part, je veux dire, Tolstoï, mais en enfance pure... Alors, dans ce qu'on appelle la littérature jeunesse, d'abord à l'époque, ce n'était pas développé comme aujourd'hui, et le seul souvenir que j'ai, c'est un ouvrage sur un hérisson qui, au lieu d'avoir des piquants, avait été habillé autrement et donc était rejeté par les autres. Mais tu vois, c'est un souvenir d'enfance et je ne suis incapable de te donner le donc titre. toute la série, enfin je veux dire, comme Henri Bosco, tout ça, tu as zappé, tout ça. Oui. Ça c'est amusant à découvrir. Les Tu t'es rattrapé par après, évidemment. Les livres de montagne avec Vercors, mais à nouveau la nature. Frison Roche peut-être. Frison Roche. Et en fait, je dis Vercors et c'est Frison Roche. Oui, tu me corriges bien. Tu lis dans mes pensées. D'accord. Oui, mais c'était bon. Tu es un peu plus jeune que moi, mais c'était l'époque de Frison Roche où on parlait. Bon, Saint-Exupéry, on en parlait énormément. Alors, je ne sais pas si c'est encore. Tu anticipes, mais j'allais dire aussi les romans d'aventure de Saint-Exupéry et cette confrontation de l'individu aux éléments naturels, comme dans Vol de nuit, où il faut se dépasser face au monde qui t'entoure. Ça, c'était des choses qui me parlaient. Penses-tu que les enseignants mettent encore ce genre de littérature dans la main des jeunes maintenant? Non, ça je ne pense pas. Et ce n'est pas plus mal, il se rapproche peut-être du vécu des jeunes, avec des ouvrages qui évoquent des réalités d'aujourd'hui, et des écritures aussi d'aujourd'hui. Et je me dis que c'est important si on veut accrocher les jeunes, d'autant plus que ça devient de plus en plus compliqué d'intéresser les jeunes à la lecture, parce qu'ils n'ont plus de modèle auquel s'identifier. On ne voit plus beaucoup de livres dans des films, dans des séries, dans les journaux. Quand on voit le nombre de pages consacrées au sport par rapport à la culture, je comprends qu'un jeune va davantage vers le sport que vers la culture. S'il a envie de s'identifier à un monde qui fait écho à ce qu'il voit autour de lui, c'est pas nécessairement vers la culture qu'il va aller. Quand je vois pour la Coupe du Monde de football
Et je ne dénigre pas le football. J'ai suivi pas mal de matchs, notamment de mon fils, mais quand je vois le nombre de pages, de pleines pages consacrées dans la presse quotidienne de référence au football au moment de la Coupe du Monde, où on s'intéresse parfois à la blessure d'un joueur sur une pleine page, alors que pour avoir un écho sur un livre, il faut presque se mettre à genoux, je caricature bien sûr, mais donc je comprends que les jeunes, ils vont vers la... T'as pas envie d'être supporter d'une équipe qui perd. Et j'ai parfois un peu l'impression que la littérature, c'est un domaine où, à part les grands blockbusters, la littérature est un peu un parent pauvre de l'univers médiatique, de l'univers sociétal. Je rêve de voir des téléréalités, par exemple, où on verrait des participants qui sont en train de lire. Je défie quelqu'un d'identifier un jour dans une téléréalité un des participants en train de lire. Non, ça ne se montre pas, ça. C'est pour ça que quand les parents, par exemple, demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos enfants lisent, c'est d'abord de leur se montrer soi-même en situation de lecture. Montrer que il y a un plaisir à trouver dans la lecture. En même temps, c'est vrai que c'est une activité qui demande un certain effort, ne fût-ce que physique. Autant si tu es crevé face à un écran de cinéma, avec la musique, avec le mouvement, ton attention va rester en éveil. Avec la lecture, si tu es fatigué, si si tes yeux sont fatigués, tu vas t'endormir sur ton livre. Il y a vraiment un rapport physique aussi au livre, personnel, qui est assez exigeant. Donc je comprends aussi parfois les réticences des jeunes face à cet objet livre. Pourtant, on n'a jamais tant écrit que maintenant. En tout cas, on n'a jamais autant publié que maintenant. Alors écrit, je ne sais pas. Peut-être qu'énormément de personnes écrivaient à une époque où le système industriel ne permettait pas la publication d'autant de textes. Maintenant, l'Internet favorise aussi une publication qui ne nécessite pas de passer par tout le circuit industriel qui est très lourd. Une imprimerie avec des rotatives, c'est industriellement un modèle économique qui est assez lourd. Alors ça va évoluer avec des publications qui passeront davantage par des supports informatiques, ne fût-ce que pour la mise en page, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas sur papier. Mais j'ai l'impression qu'on va à un moment donné avoir des modèles économiques où on imprimera son livre à la demande. Comme il y a de la vidéo à la demande, on aura à un moment donné, pas du VOD, mais du BOD, du Book on Demand. Ça, je suis à peu près sûr qu'à un moment donné, on va passer par des modèles comme cela. Il y a déjà pas mal d'auteurs qui éditent 5, 10, 15 exemplaires, ne fût-ce que pour envoyer d'une façon propre à des éditeurs. Mais je pense que les éditeurs passeront peut-être aussi par ce système. Parce que c'est important d'avoir des instances de légitimation pour faciliter le travail du lecteur aussi. Si, à un moment donné, il y a pléthore de livres, va se poser la question de comment faire connaître ces livres au lecteur. Et face à la quantité, ce n'est pas les critiques littéraires, que ce soit les critiques littéraires traditionnelles dans la presse écrite ou audiovisuelle, ou que ce soit les critiques littéraires sur les blogs ou sur les sites internet, qui suffiront comme instance de légitimation. Et ne parlons pas des libraires, qui eux, en plus, face à ces nouveaux modèles économiques, vont devoir trouver une manière de subsister. Or, on sait combien c'est déjà compliqué pour eux maintenant. Il faut être furieusement motivé pour ouvrir une librairie aujourd'hui. On sait que c'est compliqué, et on en voit qui ferment d'ailleurs. Alors faisons un bond en arrière. Donc tu termines les études. Oui. Qu'est-ce que tu entames? Après les secondaires, les romanes. Donc je me suis lancé dans l'étude de la philologie romane avec l'intention de devenir enseignant parce que je trouvais que la transmission à travers le livre était quelque chose de très valorisant, y compris pour le professeur. Et puis
à travers le livre, tu pouvais aborder beaucoup de questions de société. Le roman, pour moi, est au même titre que les sciences, est une manière d'appréhender le monde. C'est un laboratoire aussi, où parfois tu peux découvrir, ou en tout cas avoir l'intuition de ce que sera le monde demain. La psychologie aussi, tu touches à la psychologie par le roman. Et donc aborder ça avec des jeunes, je trouvais ça intéressant. Et donc j'ai fait les romanes, où malheureusement, on nous apprend à être des philologues, en tout cas à l'époque où j'y étais. Donc on est dans les années 80. 78-82. Et pas des pédagogues. On avait un cours de pédagogie qui était le cours le plus limité de l'ensemble de notre cursus. Par contre, on pouvait avoir plusieurs heures de cours sur un auteur, mais qu'on analysait dans un détail incroyable, que je me posais même à certains moments la question de l'utilité et surtout de la cohérence dans notre rapport au réel. Après les romanes, j'ai décidé d'être objecteur de conscience, en partie parce que, à travers Guerre et paix de Tolstoï, le pacifisme de Giono, j'étais nourri de l'idée pacifiste, qui était une idée très forte dans les années 80. Donc je décide de faire l'objection de conscience, mais aussi pour retrouver ce contact au réel. Je le fais dans des homes pour les jeunes, ce qu'on appelait à l'époque les enfants du juge, pour retrouver un contact avec la réalité de ces jeunes, la réalité sociale de ces jeunes. J'avais été pendant 4 ans, et même en secondaire, dans un cocon où j'étais très préservé, tant mieux pour moi comme jeune, mais quand je lisais du Zola, je ne voyais pas le rapport avec mon vécu, mon réel. Et je me disais, mais aujourd'hui, qu'est-ce que des jeunes peuvent vivre? Et donc j'ai ressenti ce besoin de retourner vers quelque chose qui était plus habité par le quotidien, par une dimension sociale qu'on n'avait pas nécessairement dans nos cours de romane. Tu avais la plume facile pour écrire dans les labos, dans des rédactions, dans des devoirs, parce que tu n'as pas encore écrit à ce moment-là, mais tu avais une facilité pour tenir la plume? J'ai toujours eu l'impression que ce n'était pas facile d'écrire. Maintenant, si je compare avec d'autres, c'est vrai que, quand tu parlais des dissertations, par rapport à d'autres, j'avais l'impression que c'était plus simple pour moi. Mais ça demandait beaucoup de travail. Et donc... Par exemple, pour corriger, tu devais quand même savoir ce qu'il en était. Donc je vais dire par là, donc tu avais quand même une maîtrise du devoir que tu donnais à effectuer. Dans le cas de la correction, c'est important aussi d'avoir ce raisonnement-là. Mais est-ce que tu te sentais, je vais dire, en état de faire une rédaction où tu devais dire, oulala, 12 pages, c'est de trop? Tu te sentais prolixe ou bien tu savais? Je pense que je n'ai jamais été prolixe, mais par contre, c'est que à force de travailler la langue française, j'ai acquis une aisance qui vient avec le temps, un peu comme le potier qui travaille la terre. Au début, la terre lui échappe. Elle part dans tous les sens quand il est sur le tour et qu'il essaye de maîtriser cette matière-là. Mais avec le temps, il y a une aisance qui vient. Et c'est vrai que maintenant, par rapport à d'autres personnes, parfois certains ont recours à mes services parce qu'ils voient que j'ai des facilités que d'autres n'ont pas nécessairement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Par exemple, les scientifiques, certains scientifiques, pour rédiger des rapports un peu conséquents, me disent que pour eux, c'est douloureux. C'est douloureux. Oui. Donc tu deviens le nègre, là, pour eux. Nègre est un grand mot, parce que c'est quand même eux qui écrivent, mais je deviens un accompagnateur. Un écrivain public. Non, un accompagnateur. Parce que l'écrivain public, il vient au service plus de quelqu'un qui a des difficultés, proche de l'analphabétisme. Tandis qu'ici, je suis avec des gens qui ont
les capacités d'écriture, mais parfois qui doivent se donner simplement l'autorisation d'y aller, ou qui doivent simplement avoir un regard. Et donc c'est plus, je pourrais dire, mais le mot, je n'ai pas eu envie d'utiliser un anglicisme, mais un coach. Et c'est pour ça que j'ai utilisé accompagnateur. Mais un coach en écriture, oui, ça m'arrive souvent. Ou bien on me demande de relire simplement des textes mais qui ont déjà été écrits. Oui, d'accord. Là, c'est le maître qui reprend le dessus, quoi. Et là, c'est peut-être avec une dimension. Mais c'est quand même plus le journaliste. D'accord. D'autant plus que, enseignant, au bout du compte, je l'ai été très peu. Et donc, c'est plus le journaliste. Et au début, quand j'étais journaliste, c'était comme secrétaire de rédaction. Et donc, c'était un travail de correction, de rewriting, comme on dit. C'est mieux en correction. De correction, de réécriture, parfois. Il y a beaucoup de livres dans la langue française qui me permettent de l'exprimer. Oui, oui. Donc faire un texte de 3500 signes, c'est parfois très difficile, on partirait plus vers les 12 500, quoi. Ah, c'est toujours plus compliqué. Faire des courts textes. Faire les courts textes, c'est toujours plus compliqué. Parce que ça demande une densité, ça demande aussi de choisir. Choisir, c'est renoncer, et c'est parfois douloureux. Quand tu as rencontré une personne passionnante, qui t'a parlé pendant 1 heure, et qu'on te demande de synthétiser ça sur 3000 signes, par définition, ça suppose de retrancher des choses qui étaient peut-être essentielles pour la personne. Donc tes choix ne sont pas ceux nécessairement que la personne aurait fait. Donc ça m'amuse parce que j'ai un petit article, 500 signes, tu vois ce que c'est 500 signes, qui n'a pas été accepté parce que j'étais à 512 ou 525, quoi, sur Pierre Mertens. Oui. Comment veux-tu parler de Pierre Mertens en 500 signes? Tu mets le titre, tu mets le sous-titre, tu mets l'éditeur, il ne reste plus rien, quoi. Donc oui, parfois dans des petites rubriques, c'est pas toujours évident de donner une concision à l'esprit que tu veux donner, à la curiosité que tu veux donner au livre. D'autant plus que les nouvelles techniques offertes par l'Internet te permettent. Tu n'as plus l'espace de la page qui était contraignant. Dans ce cas-là, oui. Là, tu peux y aller, bien qu'on n'arrête pas de dire que sur l'Internet, on a intérêt à être court parce que l'attention du lecteur, de l'internaute, est limitée dans le temps. Et qu'un long texte risque d'être très vite abandonné. Mais ceci dit, ça ne coûte rien d'être long sur Internet. Non, tout à fait. Tandis que la page du livre ou du journal, elle est contraignante spatialement. C'est vrai. On va faire une pause, je vais changer de place. Mais je t'en prie. Comme ça. Journaliste, tu viens de le dire, mais quand est-ce que le journaliste va se dire, tiens, moi je suis capable de quand même prendre une rame de papier et commencer à m'épancher? Quand est-ce que cette envie-là, tu l'as ressentie? C'est venu de par la rencontre de certaines personnes en reportage et parfois même de certaines situations. Je vais prendre un exemple très concret. Lorsqu'il y a eu les fermetures des usines à Clabec, je me souviens avoir rencontré une dame qui habitait une petite maison face à ce mastodonte industriel qui étaient les usines à Clabec. Et cette dame, tous les matins, en se levant, se retrouvait face à ce mastodonte. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Mais je ne pouvais pas véritablement utiliser l'intégralité de cette matière pour un article, d'autant plus que j'ai imaginé toute une histoire à cette dame qui ne correspondait pas nécessairement à ce qu'elle avait vécu, mais qui me permettait d'aller plus loin que ce que le journalisme me permettait, en termes d'objectivité par rapport au conflit social que les ouvriers vivaient à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai écrit, par exemple, une nouvelle. J'ai d'abord commencé par la nouvelle, avec d'ailleurs la polysémie du terme nouvelle. La nouvelle qui est à la fois un terme qui convient pour l'actualité journalistique, mais qui convient aussi en tant que genre pour la littérature. Et donc j'ai commencé à écrire des nouvelles à partir de cet autre regard
qu'offrait la fiction sur des faits d'actualité. Et c'est comme ça que l'écriture, autre que journalistique, m'est venue. En plus, la nouvelle permettait d'aborder beaucoup de sujets différents. Alors que quand tu te lances dans un roman, tu es amené à te limiter à un, deux sujets, mais pas nécessairement à une grande diversité. De même pour des types de personnages, mais aussi pour des types d'écriture. La nouvelle te permet de te tester dans beaucoup de choses. Et c'est ce qui la rendait intéressante à mes yeux. Et puis si je me trompais sur un texte de 15 pages. Quand tu te trompes sur un roman, tu te trompes sur un texte de 200 pages. Et donc, ça porte beaucoup plus à conséquence. Autre réalité aussi, c'est en termes de diffusion. La nouvelle te permet de rencontrer relativement vite un public, soit par les revues, que moi j'ai quand même beaucoup fréquenté à mes débuts, les journaux. J'ai été publié dans certains journaux, la Libre Belgique, En Marche, et je trouve que c'est un support privilégié. De grands nouvellistes ont gagné leur vie en publiant des nouvelles dans des journaux. Maintenant, c'est quasi... on oublie. Oui, il y avait toujours le feuilleton dans le temps où on suivait. Par exemple, des feuilletons. Quoique les feuilletons, c'est encore un autre genre. La nouvelle, c'est un texte ce genre de littérature qui était déjà mis à la portée des gens. À travers les journaux. Oui, et je plaide pour que ça revienne d'ailleurs. Il y a eu d'ailleurs des expériences. Le Soir a fait des publications, et c'est souvent pendant l'été. Mais pourquoi pas demander à des écrivains quelle est par exemple leur vision du radicalisme aujourd'hui. Et les écrivains le font dans des romans, ils pourraient très bien le faire dans des nouvelles, et le regard d'un Yasmina Khadra, il l'a fait à travers son dernier roman, mais d'un Yasmina Khadra sur un terroriste, pourrait très bien passer avec la même pertinence que le regard d'un sociologue, d'un psychologue, d'un policier, d'un juriste, sur le phénomène du radicalisme aujourd'hui dans nos sociétés occidentalisées. Et donc, voilà, moi je regrette qu'il n'y a plus cette approche-là proposée au lecteur. Donc il y a cet aspect-là, de trouver très vite un public, mais tu as aussi la réaction des gens qui sont à la manœuvre dans les revues, qui parfois te font leurs commentaires, tandis que pour avoir un retour sur un roman, notamment d'éditeurs, c'est pas garanti, c'est très compliqué, il faut parfois faire preuve de beaucoup de patience, tandis qu'avec la nouvelle, tu as un accès plus rapide. Et c'est une bonne école pour faire ses armes, me semble-t-il. Tu te souviens de tes premières rencontres avec d'autres auteurs, avec d'autres écrivains? Ah oui, beaucoup. Notamment. Tu es jeune, tu es journaliste. Et puis à un moment donné, tu te lances, tu commences à publier, et puis tu te retrouves de l'autre côté de la table avec le public qui est là. Bien avant ça, je rencontrais des écrivains, mais comme lecteur. Voilà. Je me souviens avoir été un auditeur assidu des conférences de Pierre Mertens, par exemple. Bien avant d'écrire, bien avant d'être enseignant, je trouvais qu'aller à l'écoute de Pierre Mertens, c'était une ouverture sur le monde. Quand on considère que, par exemple, il a écrit un roman Terre d'asile, sur l'exil, eh bien, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler des migrations, mais déjà à l'époque, ce phénomène-là, il l'avait mis en avant à travers un personnage d'Amérique latine, ici à Bruxelles, à l'ULB. Eh bien, découvrir cela, c'est intéressant. Et puis, il y avait son regard de juriste là-dessus. Donc, quand j'allais l'écouter, j'étais nourri de phénomènes du monde. Et donc, chaque fois que c'était possible, j'allais à des rencontres, mais comme toi, tu le fais régulièrement, que ce soit chez Tropisme. Je me souviens, à une époque, le Palais des Beaux-Arts, une fois par semaine, accueillait un écrivain avec des succès divers. Je me souviens avoir été à 3 personnes pour écouter un écrivain qui était venu de Paris. Nous n'étions que 3 dans le public. Ce qui n'empêche qu'il y avait une qualité de rencontre qui était là. Et pour l'auditeur que j'étais, c'était fort enrichissant. Je reviens à ma question.
te souviens-tu du moment où tu t'es retrouvé de l'autre côté de la table, du côté des auteurs, en tant qu'auteur toi-même? Oui, hein, avec le premier recueil, Mhm. j'ai quand même eu l'occasion d'aller dans quelques librairies. Et je me souviens notamment d'une rencontre où j'étais avec une romancière qui n'a écrit qu'un roman, mais qui était chez le même éditeur que le mien, et Colette Nismazur, qui sortait un livre à l'époque. Donc Colette Nismazur, qui avait déjà pas mal de livres publiés, et donc c'était impressionnant de me retrouver à côté d'elle, avec toute son expérience, avec tout Quel son effet ça fait regard. de se retrouver alors de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la table, et que maintenant le public vient à toi pour discuter avec toi, pour faire signer tes propres ouvrages? C'est quand même impressionnant de voir que les gens maintenant ont un regard posé sur toi, sur l'écriture que tu viens de leur offrir. Euh, Parce que tu es dans le collimateur du lecteur à ce moment-là. Ce n'est plus toi qui vas à la rencontre de l'auteur, c'est le lecteur qui vient oui, à ta propre rencontre. eh bien je reste, curieusement peut-être que je reste tout aussi curieux que quand je vais à la rencontre d'un écrivain, Mhm, dans le sens où tu apprends beaucoup de choses aussi de ces rencontres. mhm, Et que donc, que ce soit les questions de la personne qui te reçoit, le libraire ou le bibliothécaire en général, ou les questions que vont poser le lecteur. les lecteurs, Tu en tires beaucoup de richesse, quoi. tu apprends des choses, oui, Mhm, aussi, parce que parfois les gens viennent avec leur propre expérience mhm, sur ce qu'ils ont lu. Par exemple, mon premier roman qui se passe dans une maison de repos, qui aborde la question du vieillissement, de la personne âgée qui devient dépendante, m'a valu beaucoup de retours. mhm, Autant de personnes âgées que de jeunes. mhm. Par exemple, l'expérience d'un lecteur de 30 ans qui m'a parlé de la relation qu'il avait avec sa grand-mère en maison de repos, qui n'était pas du tout celle du personnage du roman. Et donc tu te dis, ah ben oui, j'aurais peut-être pu ajouter telle scène, ou bien j'aurais pu ajouter tel autre personnage auquel j'ai pas pensé à ce moment-là. Et donc je suis plutôt en situation de curiosité que que, que de vouloir absolument présenter le livre. Est-ce que Ceci dit, c'est vrai que c'est très agréable, hein, ce moment de rencontre. C'est un peu une carte de visite, un oui. livre. Tout d'un coup, tu peux, au lieu de sortir la carte de visite comme on a l'habitude de le faire pour se présenter à quelqu'un, tu peux sortir ton livre et il fait office de carte de visite aussi. Est-ce que les rencontres ont déjà suggéré de prendre ton carnet, de te dire, tiens, telle réflexion, ça je retiens ça? Ah oui, souvent, Oui, oui, souvent. oui, bien sûr. Et je me sers des premières rencontres pour nourrir les suivantes. D'accord. Entre la 11e, 12e ou 13e rencontre et la première, c'est très très différent. Parce qu'alors je viens avec des anecdotes auxquelles je n'avais pas pensé précédemment, de même que certains me font voir des choses que je n'avais pas pressenties sur le roman, sur la manière dont ils ont pu le recevoir aussi, ou sur le caractère du personnage. Donc tu es bien installé, tes recueils sortent, ou bien ton premier roman est sorti. À partir de quand l'auteur ressent-il en lui un nouveau capital pour reprendre à nouveau la plume? Ça, en général, ce n'est pas à l'occasion des rencontres. Non. Un livre est terminé que j'ai l'impression qu'il y en a déjà un autre qui est en gestation. Et pour être honnête, c'est même 3-4 autres en gestation. Mais ils n'arriveront pas tous, ils n'aboutiront pas tous. Mais ils sont là, ça trotte. Et éventuellement, il y a déjà un travail de recherche qui est en cours, soit en allant sur certains lieux, soit en lisant d'autres livres, que ce soit des essais ou des romans à ce moment-là. Il y a quand même préalablement à l'écriture d'un livre, dans mon cas, pas mal de lectures qui ont précédé. Par exemple, par rapport à la maison de repos, j'avais lu pas mal de livres par rapport à ces situations, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des directrices de maisons de repos, d'aller régulièrement dans une maison de repos en particulier.
ça c'est peut-être le journaliste qui ressent le besoin de recouper l'information dont il va parler. Le choix de tes titres, comment viennent-ils? D'abord, il vient très vite dans mon cas, parce que le titre est un support. Que ce soit pour le roman ou que ce soit pour la nouvelle, dans mon cas, il donne la tonalité. Maintenant, ce n'est pas certain que c'est le titre qui préexistait au livre qui va être le titre qui va figurer sur la couverture. De par ma propre volonté, ou de par la réaction des gens autour de moi, parce que je discute, au début pas, parce qu'au début, je ne m'autorisais pas à dire que j'étais en train d'écrire. Maintenant, je n'ai plus de complexe par rapport à cela, et donc parfois je dis, je suis en train d'écrire un roman, je lui ai donné tel titre, et je vois que la réaction des gens est mitigée, et donc je réfléchis à d'autres titres. Là, j'ai un manuscrit que je viens de soumettre à mon éditeur, et je lui ai soumis avec 3 titres différents, et j'en avais même 5 avant que je ne lui renvoie. Mais des lecteurs m'ont dit, ont éliminé d'office un titre, donc je ne l'ai pas fait figurer pour l'éditeur. Mais pour moi, le titre est très important. Est-ce facile d'être chroniqueur littéraire quand on est soi-même écrivain? Je pense que c'est plus simple de toute façon d'être chroniqueur littéraire, parce que la matière est apportée par le livre. Je dis, quand on est soi-même écrivain, et être chroniqueur aussi, oui, c'est parfois délicat. J'ai l'impression que je fais une grande distinction entre les deux. Oui. Peut-être que depuis que je publie des livres, je suis plus empathique vis-à-vis de tout le travail que ça représente. Enfin, j'ai toujours eu la critique le respect de l'écrit. Dans enthousiaste. Oui. Je trouve que dans tous les livres, il y a moyen d'aller chercher des éléments qui permettront au lecteur de se dire « ce livre-là est fait pour moi ». En tout cas, certains lecteurs, ce livre-là est fait pour moi. Mais aussi qu'avec le même argument, un autre lecteur dira « non, je n'ai pas envie de lire ce livre-là ». Par exemple, dans une critique, tu peux dire que l'auteur a un talent incroyable pour rédiger des phrases très longues qui s'appuient sur une musicalité rare et bien travaillée. Déjà rien que le mot longue phrase va effrayer certains lecteurs. Par contre, il y en a qui sont à la recherche de cela. Donc c'est plutôt comme cela que j'aborde le travail de chroniqueur, c'est de me dire qu'est-ce qui peut dans ce livre intéresser des lecteurs. Alors, il y a des livres qui sont plus faciles à chroniquer parce que d'emblée, toi tu as un enthousiasme très personnel, très subjectif pour cette œuvre. Mais ça c'est vrai pour toute discipline artistique. Il n'y a pas d'objectivité absolue dans les démarches artistiques, et c'est vrai pour la littérature aussi. Il n'y a pas plus différent comme auteur que Marguerite Duras et Marguerite Yourcenar. Marguerite Duras a eu pour certains livres des critiques assassines, mais elle a créé l'œuvre qui est la sienne. Et donc il faut pouvoir montrer ces différences pour permettre au lecteur de se faire sa propre opinion. Je n'aime pas les critiques littéraires autocrates qui viennent avec des jugements absolus sur une œuvre. Sauf quand vraiment on a affaire à un ouvrage bâclé. Mais à la limite, mieux vaut alors ne pas en parler. Parce que si c'est... ne fût-ce que par rapport à l'auteur aussi, pourquoi aller assassiner un livre d'autant plus que l'espace est compté maintenant pour la critique littéraire. Les journalistes doivent se battre. J'y ai fait allusion précédemment avec les espaces consacrés au sport et les espaces consacrés à la culture et singulièrement à la littérature. L'espace étant ce qu'il est, on a intérêt à parler des livres qu'on a envie de mettre en avant. Que penses-tu des ateliers d'écriture? Les ateliers d'écriture, j'en ai fréquenté,
certains. Je trouve ça fort intéressant. Ils se sont fort développés et je pense qu'il faut être attentif à l'atelier d'écriture où on va s'inscrire. Et pour ça, je salue le travail d'une association comme Calam, qui avait à une époque fait un répertoire de tous les ateliers d'écriture qui étaient proposés en Fédération Wallonie-Bruxelles, avait même publié un catalogue, et je trouvais ça intéressant. Par exemple, il y a des ateliers d'écriture qui vont s'amuser sur le langage, avec des jeux autour de la langue. Il y a des ateliers d'écriture où l'approche va être plus poétique. Si tu as envie d'écrire un roman, c'est pas tellement intéressant d'aller vers cet atelier d'écriture. Tu as des ateliers d'écriture avec une dimension thérapeutique, plus psychologique. Je me souviens d'un atelier où avant de se mettre en écriture, on était baigné, on était mis en situation de confiance ou au contraire d'instabilité pour susciter des émotions qui allaient parfois puiser dans ton vécu personnel. C'est une toute autre démarche aussi. Et donc c'est important de se renseigner. Tu as des ateliers d'écriture qui sont proposés par des écrivains, tu as des ateliers d'écriture qui sont proposés par des enseignants, tu en as d'autres qui sont proposés par des gens qui se sont formés sur le côté à cela. Ça donne aussi une autre coloration. Et donc je pense qu'il faut trouver l'atelier d'écriture qui te corresponde le mieux. Penses-tu que les maisons d'édition investissent dans ce système? Les ateliers d'écriture? Oui. Pas à ma connaissance. Moi j'ai toujours trouvé que c'était une aberration tout compte fait, de ne pas le faire. Pourquoi ne le font-ils pas? Tu veux dire que... Elles devraient sponsoriser, soutenir, financer, je veux dire, tous ces petits ateliers qui peuvent se créer, soutenir les associations qui existent. C'est quand même donner naissance, c'est un petit peu comme les jeunes clubs de football qui mettent en état des jeunes pour les former à... C'est vrai que tu prends l'exemple du football et des jeunes clubs qui forment les jeunes, il n'y a pas véritablement de formation d'écrivain. Un jeune qui se dit à 16-17 ans j'aime lire et j'aimerais écrire, il ne peut pas rejoindre un club où on lui apprendrait à écrire. C'est une excellente suggestion, je n'y avais jamais pensé. Et moi qui aime bien parfois comparer le monde de l'écriture au monde du sport, je trouve que tu viens avec une excellente comparaison et qu'on pourrait effectivement imaginer des clubs pour les jeunes d'écriture. Parce que quel gain de temps, imagine un petit peu, tu es écrivain, tu n'es pas encore écrivain, tu viens de remplir une rame de papier, tu l'as mise sous enveloppe, boum, tu l'envoies. Tu as une réponse, c'est déjà bien, tu n'as pas de réponse, c'est 90% des fois. La réponse imprimée qui arrive ne correspond pas à l'esprit éditorial de la maison. Pourquoi n'existe pas C'est vrai. Des maisons qui créent des écoles qui vont correspondre au regard éditorial qu'on veut donner à... Ceci dit, peut-être que ça existe. Et si ça existe, ça ne peut être le fait que de maisons d'édition qui ont des moyens importants. Et elles ne sont pas nombreuses. Il faut aller en France pour les trouver. Elles appartiennent à des grands groupes, de plus en plus, qui rachètent d'ailleurs des maisons qui sont en difficulté. Derrière Gallimard, il y a plusieurs maisons d'édition maintenant. Il n'y a pas uniquement le label Gallimard. Il y a une pléthore de maisons d'édition. Tous les petits Gallimard ont leur maison d'édition. La Mercure de France. Et aussi, donc peut-être que Gallimard soutient des projets comme ça. À ma connaissance, non. Mais par contre, des maisons d'édition plus modestes ne pourraient pas être en soutien, mais ne fût-ce que financer un animateur pour un atelier d'écriture. Mais ça pourrait être le fait d'autres opérateurs, on dit toujours, il y a pas des bibliothécaires, ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, où il y a des clubs de lecture. Ça oui, ça existe. Portés par des libraires. Ma librairie la librairie que je fréquente régulièrement a un club de lecture adulte, mais aussi un club de lecture adolescent qui marche très bien. Mais c'est vrai qu'elle pourrait avoir un club d'écriture. Parce que quand tu vois pour les mollets, pour le football, pour la course, pour le vélo, il y a un argent fou qui circule. Pour les compétitions automobiles, il y a un argent fou qui circule. Pour les compétitions hippiques, le tennis, les vieilles voitures, tout ce que tu veux, il y a de l'argent fou qui circule. Oui, mais cet argent fou vient à la fois d'un public qui est prêt à payer, et aussi de la publicité
qui est prêt à sponsoriser une équipe de football. On est en train de parler aussi des équipes nationales. Si on va dans des clubs plus petits, on a déjà beaucoup moins de publicité, quoiqu'elle est présente aussi. Pour la littérature, tu peux aller solliciter n'importe quelle firme, c'est rarissime, où tu auras une firme qui te dira « je suis prêt à investir de la publicité dans le monde littéraire ». Je ne suis pas certain que le monde littéraire serait prêt à s'ouvrir non plus à la publicité. Est-ce qu'on pourrait imaginer un ouvrage Gallimard avec, en 4e de couverture ou en 3e de couverture, qui est une page vide, une publicité pour un produit commercial de grande consommation? Elle existe, hein, je suis désolé, elle existe. Hein, quand tu ouvres un bouquin, tu vas sponsoriser ou financer grâce à la participation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais qui est institutionnelle. Mais c'est du pognon. C'est de l'argent. C'est de l'argent qui mais vient. Mais ce n'est pas de l'argent commercial. Ouais, mais ça fait la différence. Non, mais c'est un jeu de mots. Mais tu vois qu'il y a quand même possibilité, dans un ouvrage, de faire mention d'un logo de quelque chose. Ah, bien sûr. C'est institutionnel. Bon, moi, je veux bien voir dans n'importe quel ouvrage un logo BMW, ça ne me dérangerait pas. Hein. Par exemple, oui. Ça ne me dérangerait pas. J'ai déjà entendu que certains écrivains faisaient du placement de produits. Tout comme ça se fait maintenant dans certaines émissions. Dans les films aussi. Et apparaît à un moment donné une voiture dans un film ou dans certaines séries, un produit, et l'industriel paye pour que son produit apparaisse. Et on m'a dit que dans certains livres, ça pouvait arriver. Mais il faut que tu sois un auteur connu pour ça. Parce que le monde de la finance est impitoyable, il faut qu'ils aient un retour sur investissement, et donc si tu vends 1000 exemplaires d'un livre, ils ne vont pas les placer, ils ne vont pas payer le fait de citer, puis ça risque de dénaturer la logique de ton récit. Si tu es obligé de placer, tu as cité la marque BMW dans ton roman, ça peut dénaturer la logique de ton récit. Donc c'est à double tranchant. Et donc moi je trouve qu'il serait temps un petit peu d'impliquer les maisons d'édition dans ce genre de soutien. Je trouve que c'est une excellente idée. Mais même avant les maisons d'édition, si on sait le faire avec les maisons d'édition, tant mieux, parce qu'elles auraient des poulains là en formation. Je prends un exemple. Mais ça pourrait se faire ailleurs. Je prends l'exemple d'un éditeur belge qui le fait, non pas sponsorisé, mais qui travaille à ça. Xavier Van Warenberg, Care Édition, avec je ne sais plus qui dans une radio, je sais avec Giuseppe Santoliquido, vont auprès des enseignants, vont porter, je veux dire, la connaissance là, dans les classes. Donc, il y a des éditeurs qui s'impliquent. Hein. Ah, ils s'impliquent très très fort. C'est clair que cet éditeur investit énormément dans cette proximité avec le jeune. Mais imaginez des ateliers d'écriture élargis où on formerait des jeunes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à l'écriture, avec l'espoir que pour eux émerge une œuvre. À ma connaissance, ça n'existe pas. J'ai la connaissance d'un groupement à Marchand-Famenne, une table d'écriture, où des adultes se retrouvent toutes les semaines pour avancer dans leur travail d'écriture. Mais ils sont entre adultes et ils ne sont pas accompagnés par un écrivain ou par un formateur. Au départ, ils sont nés d'un atelier d'écriture. Mais c'est vrai qu'on pourrait évoluer vers ça. On pourrait imaginer une bibliothécaire qui dirait j'ouvre à des jeunes de 12 à 15 ans et à des jeunes de 15 à 18 ans des ateliers d'écriture, mais avec même un label un peu école d'écriture. Mais j'y avais jamais pensé. C'est cette causerie C'est ça une causerie, hein? Oui, ce qui me fait imaginer cela. Mais je pense que ce genre d'atelier d'écriture existe dans des bibliothèques, notamment à Watermal-Boisfort. Il me semble que j'ai déjà entendu. Mais peut-être pas sur le long terme. Non, voilà. La logique des ateliers d'écriture, c'est souvent sur une semaine. Tu en as même
qui sont proposés à l'étranger. Tu as des animateurs qui emmènent leur groupe dans le désert, par exemple. Donc, il y a une dimension métaphysique, bien souvent, à ces ateliers d'écriture. Quand je disais qu'il y a beaucoup de genres différents, ou bien c'est un week-end. Moi, les ateliers d'écriture que j'ai faits, auxquels j'ai participé, c'était souvent sur un week-end, ou alors tu as une semaine, et j'ai fait des ateliers à l'Académie internationale d'été à Libramont, où là tu as toutes les disciplines artistiques qui sont proposées. Et c'est très riche, mais ce n'est pas proposé spécifiquement à des jeunes. Et il pourrait y avoir un axe vraiment orienté jeunes. Maintenant, est-ce qu'il y a une demande de la part des jeunes pour cela? Ça, je ne sais pas. Si ça n'existe pas, c'est difficile. Oui, mais c'est comme dans tout, on peut susciter la demande. Hein. On serait peut-être étonné. Il y a tellement de vieilles demeures. Je verrais bien, comment est-ce qu'il s'appelle, un certain Willy Lefebvre, lancer ce genre d'initiative. Il est souvent à la recherche comme ça de projets. Quand c'est pas une causerie, c'est une roulade littéraire corsée. Quand c'est pas une roulade littéraire corsée, c'est une présentation à la foire du livre. Malheureusement, il a un temps qui n'est pas élastique, alors déjà pour ses propres activités, il est déjà court de temps. Mais bon, je reviens, il y a tellement de vieilles demeures qui existent partout. On peut les rénover, donc c'est de l'argent qui est investi par les gens qui en ont, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Deux, un petit peu, une fois que c'est rénové, voilà un cadre pour recevoir des jeunes, pour recevoir des gens. Donc ça se fait connaître. Et encore une fois, ça peut servir pour des congrès, pour des séminaires, ça peut servir à beaucoup de choses. Mais les lieux, ils existent. Les lieux existent. Hein. Le premier lieu pour imaginer cela, pour moi, c'est une bibliothèque. Oui. Et il y a des jeunes qui fréquentent des bibliothèques pour certaines activités. Donc ça pourrait être, disons, un atelier d'écriture sur le long terme, où quand tu entres à 12 ans, tu sais que tu peux y rester jusqu'à... Mais enfin, il y a le prestige aussi du beau cadre, parce que quand j'ai un ami qui va à la Villa Médicis à Rome, c'est quand même à la Villa Médicis à Rome. Quoi. Mais il y a de magnifiques bibliothèques, Willy. Oui. Il faut visiter. Moi, quand je vais dans des villes parfois reculées de Belgique, je découvre des bibliothèques, mais qui sont des merveilles. Tout à fait. Des merveilles qui sont... Ou des librairies, hein. Ça pourrait être dans des librairies. On pourrait imaginer qu'un libraire s'associe à un écrivain qui a l'habitude de faire des ateliers d'écriture, mais qui accepterait de le faire sur un temps plus prolongé. Et alors, toujours pour... on rêve, hein, là, mais c'est comme ça que parfois des projets naissent. Tu faisais la comparaison avec les clubs de football pour les jeunes. Pourquoi ne pas imaginer une forme de compétition à un moment donné, avec concours de nouvelles ou... La Miroir avait fait ça à la foire du livre. Hein. Oui, mais je suis certain que des choses existent. Il faut... La Miroir avait fait ça, Éric Lamiroir avait fait ça, et dans le cas de la foire du livre, je pense... Ah, mais c'est Brice de Passe qui avait relevé le challenge en disant, moi, pendant la foire, j'ai écrit un bouquin. Donc, oui, mais c'était... C'est du challenge, ça. Là, c'était pas avec un jeune, c'est avec quelqu'un qui a une pratique de l'écriture, et même là particulièrement chevronné. Tandis qu'ici, ce serait quand même tout autre chose. Mais ça pourrait être intéressant, et peut-être que ça ramènerait des jeunes vers la lecture. Quoique, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. Hein. La lecture reste une activité qui trouve un public, y compris de jeunes. Quels sont les 5 grands projets de Michel Torrekens? Alors, dans l'immédiat, il y a ce roman qui, s'il est accepté par l'éditeur, devrait paraître vers avril-mai, qui est très différent de ce que j'ai écrit précédemment, puisque c'est un voyage en Amérique latine de fiction. C'est un personnage féminin d'ailleurs. Première fois que... Chez un éditeur traditionnel ou bien chez un nouvel éditeur? Non, je suis allé chez mon éditeur, aux éditions Zélige, à qui j'avais promis ce livre, et on est dans un travail de fidélité, lui comme moi. Mais voilà. Ça se flaire pour le moment. Quoi. Il peut très bien refuser, d'autant plus que je sais que le manuscrit est soumis à 5 lecteurs. Donc... voilà, encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas une science exacte, et donc la subjectivité des lecteurs peut intervenir et ne pas me suivre. Ça, c'est le premier grand projet. Le deuxième. Alors, est-ce qu'on reste dans le domaine littéraire ou pas? Du rêve, non, de n'importe quoi. Alors, toujours dans le domaine littéraire, j'aimerais bien
j'ai un livre sur Bruxelles, Mhm. en chantier, ville que je trouve assez extraordinaire, ville un peu épiphénomène de pas mal de choses qui se passent dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça me plairait beaucoup, à travers une fiction, d'essayer d'être l'écho de cela. Le spécialiste là-dedans, c'est 180 degrés, Par exemple, oui, oui, oui. qui est Et très notamment, friand de cette curiosité qu'on a sur la ville. je me suis intéressé au roman de Marc Mégang Voilà, chez eux. qui a publié chez eux. J'ai un projet, mais là au niveau de l'écriture, où je suis nulle part, mais sur le monde de l'agriculture, Ah oui. qui est souvent abordé avec un angle régional ou passéiste. Et j'aimerais bien essayer de l'aborder avec un angle moderne, parce que je pense qu'on est face à des enjeux importants, environnementaux, institutionnels, pensons à la politique agricole commune, la fameuse PAC, et essayer de traduire ça dans un roman, ça me plairait bien. Parce que le roman, c'est aussi le lieu pour envisager des grandes mutations. Et singulièrement autour du monde de l'agriculture, là on est dans un monde qui est en train de disparaître, mais qui est peut-être en train de renaître à travers des jeunes agriculteurs qui se lancent dans une autre approche de ce monde. Ça, c'est Bah, tiens, ça un, me fait deux, soulever une trois, réflexion. troisième. Ça me fait soulever une réflexion, parce que tu parles du monde de l'agriculture, mais tu as parlé aussi, tantôt, dans un autre sujet, des enfants du juge. Oui, Avant, les enfants du juge, tu les retrouvais comme valets de ferme ou comme servantes de ferme. oui, oui, oui. Que sont devenus ces gens-là qui ont été placés? Voilà une belle enquête qui serait à faire dans le monde de l'agriculture, qui est passé dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, et encore un peu dans les années 70. Je pense qu'à partir des années 70, ça a stoppé, parce qu'il y a eu des centres qui se sont créés, mais avant, les enfants du juge se retrouvaient Oui, mais dans le monde. je préférerais, pour le monde de l'agriculture, je préfère l'aborder aujourd'hui, voire demain. D'accord. Et pour les enfants du juge, je préfère les aborder dans ce qu'ils sont aujourd'hui. On ne les appelle d'ailleurs plus enfants du juge, Non. puisque l'aide à la jeunesse a complètement changé de philosophie par rapport à ce que C'est j'ai moins connu comme... paternaliste. C'est moins paternaliste, c'est moins judiciarisé aussi. On est plus dans le domaine de l'aide à la jeunesse que dans le domaine de la judiciarisation de la jeunesse. Mais qu'est-ce que ces jeunes sont aujourd'hui? Ça m'intéresserait effectivement C'est surpris. Hein. pas mal. Parce que je reviens un petit peu à ça, parce que l'enfant du juge avant, je me souviens, hein, le juge se rendait dans la ferme pour voir comment ça se passait. Hein. Oui, maintenant c'est davantage un éducateur qui le fera. Éducateur, voilà. C'est déjà un intermédiaire. Ou un assistant social. Ce n'est plus le père qui vient, mais c'est autre chose. Quoi. Oui, Pas oui, évident. oui. Hein. C'est un rappel à l'ordre. Non, pas du tout. Mon GSM sonne rarement, et évidemment c'est dans des situations comme celle-là qu'il se manifeste. Voilà. Mais je pense, bon, les projets, on les a soulevés. Je pense qu'on pouvait déjà se mettre les rênes de ces deux grands projets. Oui, mais mes autres projets sont ceux que j'ai toujours eus, c'est-à-dire la rencontre. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Par exemple, mais oui, mais aussi j'aime beaucoup rencontrer de nouveaux collègues ou des enfants. J'aime beaucoup le proverbe africain qui dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. Et j'aime bien être l'oncle ou le parrain ou le voisin de l'enfant d'un village. Tu parlais des enfants du juge, peut-être qu'il y en aurait moins si on était tous un peu plus les parrains, enfin, ce qu'on appelle les tuteurs de résilience, ce qui ne veut pas dire se substituer aux parents, hein, entendons-nous bien, mais être à l'écoute. Être à l'écoute. Et parfois, un enfant dira des choses à un oncle qu'il ne dira pas nécessairement à son père ou à sa mère. Et voilà. Et j'aime bien ce rapport. Je me nourris très fort de toutes ces relations. Les voyages aussi, même si je ne suis pas un grand voyageur. Je reviens d'Erevan en
en Arménie, où j'ai découvert un pays étonnant, vraiment une grande découverte, avec un alphabet unique qui n'appartient qu'à lui, avec un pays qui a un tournant de son histoire, avec des paysages fabuleux. Je n'y suis resté qu'une petite semaine, mais qu'est-ce que j'ai été nourri de cette rencontre, de ce voyage, et de certaines rencontres avec des gens qui sont en train de vivre ce basculement de leur pays, à la fois avec beaucoup d'espoir, mais aussi avec une certaine appréhension. Beaucoup de jeunes sont en train de quitter l'Arménie, par exemple. Donc, voyager, oui, pas énormément, il ne faut pas voyager beaucoup pour être nourri, mais si l'occasion se présente, je la saisis. Donc mes projets se tournent autour de cela. Bon, pour reciter les 3 titres que j'ai mis là-bas, donc, moi j'avais mis, parce que les autres sont partis, on les a offerts, il y a L'herbe qui souffre, il y a Papa, évidemment, il y a Fœtus dans la tête, ça c'est pas Donc Fœtus fait la tête. Fœtus fait la tête, oui. Et, et l'autre titre qui me manque, c'était... Le Géranium de Monsieur Jean, voilà, qui est le roman. Qui est le roman. Oui, là ce sont les recueils de nouvelles. Le premier n'étant plus disponible, l'éditeur ayant fait faillite. Le second est encore disponible, il faut le commander parce que c'est un éditeur suisse et donc il n'est pas... C'est un Suisse. Oui, et puis voilà, les espaces de stockage sont limités. Donc après un certain temps, les livres sont... Il n'est pas encore passé au pilon, c'est déjà une chance. Et alors les 2 derniers, le recueil de nouvelles Papa et le Géranium de Monsieur Jean, le roman, qui eux sont encore accessibles, mais il faut les commander maintenant. On peut en trouver dans l'une ou l'autre librairie amis, ou qui aiment bien garder un fond belge. D'ailleurs, il faut savoir que certaines librairies de référence sont soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour justement avoir un fond belge. Voilà. Mais voilà, si tous mes livres ont été vendus dans telle librairie, ils ne vont pas nécessairement recommander. Parce que voilà, il y a... C'est la place, il faut que ça tourne. Il faut la place. C'est ce qu'on disait, hein, le livre c'est un objet physique, et donc il y a toutes les contraintes liées à cet objet papier, mais que l'on n'a pas sur l'internet évidemment. Non, enfin regarde, mon cadre est fait de papier, et ça me plaît énormément. Oui, je vois mal parce que tu as la chance, des cartes mémoire parce que tu as la chance de partager la passion, la même passion avec Monique, mais j'ai un ami qui a la passion du livre et son épouse est en train de se bagarrer avec lui pour récupérer des espaces. Il change de femme. C'est vrai que la littérature peut être une maîtresse. Toi, tu as la chance de pouvoir former un couple à 3 avec Monique et la littérature. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Je partage aussi cette chance-là avec Bernadette, mais je ne sais pas si je supporterais d'être envahi de livres comme toi. C'est un lieu moi, très... je ne me sens pas envahi. Hein, non, mais je trouve que c'est un lieu très borghésien. Borghese a beaucoup écrit sur la bibliothèque, et à un moment donné, les livres chez toi prennent une telle place qu'on pourrait se demander si un jour tu pourras encore sortir de chez toi, ou si les portes livresques ne se refermeront pas sur toi. Non. Mais c'est le romancier qui s'exprime. Et ils sont tous classés, hein, donc tu me demandes un bouquin, je sais te mettre là. Ça, c'est l'ancien libraire. Je me souviens avoir écrit une nouvelle, je pense que c'est dans Fœtus fait la tête, où j'imaginais un bibliophile qui avait autant de livres que toi, mais sa passion du livre allait jusqu'à les manger. Or, il faut savoir que les livres sont imprimés avec de l'encre, dans laquelle il y a du plomb, et donc j'imaginais qu'à un moment donné, il mourrait de sa passion. Ah voilà. Tu vois ? Alors, moi, comme je suis un je continue dans la fiction et je suis en train d'imaginer qu'à un moment donné, tu ne pourrais plus sortir de chez toi parce que tous les murs seraient tapissés de livres et que ce magnifique salon deviendrait ton cercueil. Tu vois. Un cercueil de papier. Je termine de façon très sombre. Non, bien voilà. Quand je rentre, bien souvent, je regarde déjà quand j'arrive sur la page, je dis tiens, ça n'a pas encore flambé, quoi.
Voilà. Par exemple, voilà. Ou bien une vague de livres, une déferlante de livres. C'est plutôt ceux du dessous qui t'emmènerait. sont à craindre, qui craignent un petit peu. Ah oui, un écroulement. Un de écroulement, livres. voilà. C'est vrai que c'est un poids aussi, les Un livres. poids formidable. Si un jour tu dois déménager, pense à bien te faire aider Oui, ça, et à oui. prévoir des bras bien musclés parce que Voilà. faut être musclé hein, Tout à aussi fait. face aux livres. Ah, Michel, Bon, on dit de plus en plus de bêtises là, Willy. c'est pour ça que je te remercie beaucoup d'avoir consacré ta fin d'après-midi à venir nous dire un petit Et c'est bonjour. un plaisir Et que partagé. nous avons causé à n'en plus finir, et je pense qu'on peut encore remettre ça pendant 3 heures, 4 heures. Tu es intarissable, comme d'habitude. Merci beaucoup Voilà, au et plaisir. bonne continuation à toi dans toutes tes activités. Merci beaucoup aussi.